Ah, si, c'est bon. Donc bonjour Charlotte Bousquet, ravie de vous voir. Nous sommes donc aux Imaginales pour cette édition 2018. Vous avez Chara les masques d'Arzkila, j'espère que je prononce bien, non peut-être pas. Azerkila, d'accord. Aux éditions Mnemos qui vient tout juste de sortir. Donc dites-nous, comment est né ce roman? Alors c'est une longue histoire, c'est un projet que je mature depuis 2012 en fait. J'avais l'idée d'un univers, on va dire barbaro-mauresco, africano, je sais pas quoi, qui était à la base censé être beaucoup plus violent, beaucoup plus épique. Et puis j'ai laissé un petit peu la fantaisie en stage pendant quelques années. Et du coup j'ai commencé à développer cet univers au travers de nouvelles, comme justement Azerkila dans Reines et Dragons. J'ai eu 2-3 nouvelles aussi dans d'autres anthologies. Et puis donc, quand j'ai eu la chance d'avoir la résidence d'auteur en partenariat avec les Imaginales et la Drake Lorraine, c'était l'occasion de plonger dans la fantaisie. Et là j'ai commencé à réfléchir plus précisément à l'histoire que je voulais raconter dans cet univers. Et en fait, on est passé d'une envie épique à quelque chose de beaucoup plus initiatique et intimiste. Voilà. Donc Chara, c'est un univers qui reste aride, qui est au carrefour, je dirais, de peut-être des milliers et demi de contrées plus berbères. Il y a de l'animisme qui est beaucoup plus proche des Amérindiens. C'est un peu un mélange de tout ça. D'accord, c'est une question sur laquelle on va revenir un peu plus tard, puisque j'avoue que j'y ai pensé, j'ai pensé au milieu de nuit. De quoi en fait parle le roman finalement? On suit des personnages en particulier Alors on suit 3 personnages principaux, plus une augure et Ayacine. Mais les 3 personnages principaux donc, sont 3 femmes qui d'une manière ou d'une autre sont projetées hors de leur vie. Enfin, 3 femmes et un androgyne qui donc, sont projetées hors de leur vie. Et c'est vraiment une histoire de quelle initiative, quelle identité. Ça tourne aussi beaucoup autour de la vie, la mort et la métamorphose. Je ne saurais pas comment expliquer ça en termes plus... La métamorphose par rapport au corps ou par rapport à l'esprit? Par rapport au corps et à l'esprit. Métamorphose de soi, voilà. Sur tous les plans, c'est vrai qu'on suit... Arcane, c'est vraiment le plus flagrant. Mais pour moi, Tilly, c'est aussi une métamorphose, puisqu'elle découvre peu à peu des pouvoirs. Diane, c'est une autre forme d'apprentissage et de quête un peu plus abrupte, on va dire. Voilà, et puis le tout sous le fond de conflits entre différentes divinités. D'accord. Et puis un personnage qui est Malik, qui lui est un djinn coincé dans un corps humain, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mourir mais il vieillit. Et qui est obsédé par une quête qui veut devenir un dieu, mais qui à la base est obsédé par une quête de jeunesse. Donc voilà, c'est vraiment mon antagoniste principal dans l'histoire. D'accord, ce ne sont pas les 3 destins, enfin les 3 femmes qui sont le moteur, c'est plutôt c'est elles qui sont le moteur, mais c'est lui qui est leur principal antagoniste. D'accord. Enfin, en tout cas, ce qu'il y a derrière. Et donc, à propos de ces 3 femmes, est-ce que c'est 3 femmes, 3 destins, ou 3 femmes, un seul destin? Les dieux, est-ce qu'on peut parler du destin selon ce qu'on entend au terme latin, grec, enfin la fatalité, voilà. C'est une bonne question. Ou est-ce qu'elles ont encore un petit peu de leur libre arbitre? Alors pour moi, elles ont de leur libre arbitre. Celle qui a probablement le plus son libre arbitre étant Tilly, mais elles sont, c'est pas du tout comme... alors dans l'archipel des Numinés, elles avaient quand même tendance à être des pions. Enfin, les personnages avaient, à part Dionysia, il y avait vraiment ce côté et devoir et destin. Là, en fait, même si d'une manière ou d'une autre, elles vont être utilisées par Azerkila ou par Azara, elle reste elle-même. D'accord. Et Arcane,
oui, c'est vrai que Arcane, ce qui lui est arrivé est absolument abominable, mais on va dire non, c'est pas un plan, elle a survécu. D'accord. Donc, par contre, pour le récit, c'est vrai qu'on parlait vous parliez des Mille et une nuits un petit peu auparavant. J'avoue que le ciné-hospice, il fait quand même beaucoup penser. C'est un monde où la magie est quand même présente. Est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration pour le créer, ou c'est quand même un univers que vous avez, qui est venu comme ça Alors, au tout départ, je me suis pas mal documentée sur tout ce qui était mythologie et légendes perses, mésopotamiennes et africaines. Après, je pense que on va dire que mes sources d'inspiration principales, c'est le Maroc, qui est une espèce de Maroc tel que je peux le percevoir, avec vraiment ce côté justement animiste berbère. Ça va être une terre, tout ce côté chamanique, beaucoup plus amérindien. Et voilà. Et les Mille et une nuits, oui, bien sûr, parce qu'il y a eu ce truc de... mais oui, au départ, c'était une histoire dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire, mais ça, c'était aussi une des pistes principales. C'était même le premier synopsis, des premiers synopsis que j'avais fait, et puis je suis vraiment passée à autre chose. Mais il y a toutes ces sources qui sont mélangées. Mais c'est surtout... quand j'ai créé cet univers, je vois surtout des couleurs. D'accord. Des couleurs très très vives, le rouge, le violet, le jaune, enfin voilà, ça c'est très présent. Des couleurs qu'on retrouve d'ailleurs tout à fait sur la couverture du roman. Tout à fait. Et est-ce que, on sait que vous avez participé à une résidence d'écriture grâce aux Imaginales. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous l'avez écrit? Est-ce que ça vous a aidé ou ça a été... Alors, donc, clairement, si je n'avais pas bénéficié de cette résidence, donc qui est un projet auteur associé, donc associé au Festival des Imaginales, et donc financé par la DRAC Lorraine, j'aurais jamais pu écrire ce roman parce que je m'en donnais... je vis de ma plume. Je suis essentiellement autrice pour ados, jeunes adultes. Oui. Et donc je écrivais quasiment plus de fantaisie. Donc ça n'aurait pas été possible sans cette résidence. Et voilà, donc pendant toute l'année de résidence, j'ai tenu un blog où je commençais à poser les bases de l'univers et j'ai commencé à écrire, il me semble, la toute première partie du roman quand j'étais en résidence. D'accord. Et donc ça c'était déjà un des projets, mais qui est maintenant donc terminé. Vous avez aussi lancé les éditions Lynx. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors en fait, ça c'est pas que moi, c'est surtout Hicham Ali Belram qui dirige les éditions Matago. Et les éditions Matago, au départ, c'était du jeu, et Hicham c'est aussi le premier éditeur de Jean-Luc Marcastel, donc Le Galou, Simulac et tout ça. Donc il se trouve que Hicham a eu envie de développer plus le côté éditorial. Moi j'avais envie d'être un peu éditrice pour inspirer en fait. Et puis donc le projet s'est monté, s'est greffé là-dessus Mathieu Kifdibé des éditions du Chat Noir, donc lui qui va s'occuper de toute la collection Rollings, qui est de la republication d'ouvrages déjà publiés et peu disponibles. Par exemple, on a l'intégrale du Agnès Marron, on va avoir un roman de Christine Ferré-Fleury aussi, Mother's Road. Et donc moi, ma partie, c'est des inédits, donc destinés plutôt aux adolescents et jeunes adultes. Donc on a des auteurs connus du milieu de l'imaginaire comme Joanne Elliott, comme Fabien Clavel. On a accueilli aussi Christine Ferré-Fleury. L'idée c'est d'avoir à chaque fois des romans forts, engagés, parce que c'est ce que je fais, de toute façon ça va être un peu dommage sinon, des textes qui tiennent vraiment à cœur de leurs auteurs. Et voilà, donc Fabien Fernandez qui s'occupe aussi de la fresque cette année vient de sortir un roman qui s'appelle Dust Bowl, qui se passe dans les années 30, où on suit un jeune forgeron, un mage du feu, dans une tentative de déjouer un complot, alors contre le président des États-Unis, mais surtout contre la terre des États-Unis. On va avoir aussi dans la collection David Brie, voilà, c'est pas mal d'auteurs qu'on peut trouver en tout cas aux Imaginales. Et pour moi c'est vraiment
objectivement, ça satisfait totalement mon côté fangirl. Parce que je peux lire des romans de personnes que j'adore, mais sans avoir la culpabilité de « Ah, mais pourquoi tu lis pas un essai historique sur telle ou telle période ?» Voilà. D'accord, et c'est pas trop difficile d'avoir le boulot d'auteur et de celui d'éditeur Non. En fait, ce qu'il faut, c'est garder en tête que c'est pas nos romans. Et donner à la possibilité aux auteurs de dire merde. Voilà. Et une fois qu'on a ça, je sais que notamment Joanne Elliott n'est pas arrêté de faire suer avec « Non mais t'es sûr que je suis pas trop pénible, t'es sûr que je suis pas trop pénible ?» Visiblement c'est pas le cas. Et je sais qu'on s'entend tous suffisamment bien pour qu'ils me le disent si c'est le cas. D'accord. Et vous-même, est-ce que vous avez là des projets d'écriture ou à venir Alors je suis en train de terminer un roman pour Scrineo, donc qui est une fiction contemporaine un peu fantastique. D'accord. Enfin, le fantastique est moins présent que je le pensais au départ, mais il est présent. J'ai un autre roman pour Flammarion sur la Deuxième Guerre mondiale. Un projet pour lequel j'ai reçu une bourse du CNL qui se passera entre la France et le Portugal. D'accord. Et voilà, et un deuxième tome de Chara à écrire. Donc voilà, Les Voiles d'Azara. Tout ça fait voilà. Beaucoup. Mais c'est bien, c'est occupé plus de la bande dessinée, donc c'est assez... D'accord, de la bande dessinée aussi, fantasy, fantastique ou... roman graphique, enfin c'est plus roman graphique contemporain, et j'en ai un qui sort au mois de fin août avec Stéphanie Rubini, et puis on a un projet avec un autre dessinateur, et là c'est vraiment c'est du récit très intimiste, et c'est très tranche de vie en fait. D'accord. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour tout ceci et bon salon. Merci. Et j'ai une dernière question mais que